Bienvenue sur Bulle de Bonheur, le podcast pour prendre le temps d'être heureux. Nous sommes Raphaël et Armelle, chercheuses inconditionnelles de Bulle de Bonheur. Ce podcast est propulsé par 2 minutes de bonheur et publié tous les jeudis. Aujourd'hui, nous vous partageons l'épisode numéro 102 « Je m'interroge sur les rituels de mort ». Avant de commencer, je dédicace ce podcast à tous ceux qui ont été endeuillés pendant cette longue période de pandémie. À tous ceux qui n'ont pas pu pleurer un départ avec ceux qu'ils aimaient à cause de la distance, du couvre-feu ou autres restrictions dues à la Covid-19. Je leur souhaite un deuil rempli tout de même de quelques bulles de bonheur, car, comme vous allez le voir, les rituels autour de la mort sont là finalement pour célébrer la vie. Oh là là, mais qu'est-ce que ça me chicote! Je suis tombée l'autre jour sur un article de Luce Desaulniers, anthropologue québécoise, qui parlait des rituels de mort, et ça m'a chicoté. J'étais partagée entre ce sujet, qui peut surprendre dans un podcast qui s'appelle Bulle de Bonheur, et aussi notre regard sur la mort, qui est intimement lié à celui que nous avons sur la vie. Et si savoir parler de la mort, sans tabou, sans tristesse, comme un tout qui fait partie de notre existence, pouvait quand même libérer quelques belles bulles de bonheur. Pendant cette longue période de pandémie, nous avons été très nombreux à être confrontés à la question de la mort, mais aussi à la façon de faire un deuil, puisque certains de nos rituels ne pouvaient avoir lieu du fait des multiples interdits que la Covid-19 nous a imposés. Moi-même, coincé à Boston, je l'ai vécu. Un de mes cousins, Thomas, un ami très cher, Paul, un oncle, Louis. Comment faire pour vivre cela en étant loin? Comment vivre le fait de ne pouvoir assister à l'enterrement, de ne pas être proche physiquement de ceux qui sont dans la peine et qu'on aime? Bref, il me semble que la récente pandémie a rendu la question des rituels de la mort particulièrement pertinente. Elle nous invite à nous interroger sur le sens de ces rituels, sur ceux que nous souhaiterions ou au contraire que nous ne voudrions vraiment pas. Cette période particulièrement déstabilisante et confrontante vient nous rappeler notre finitude et notre vulnérabilité. Ça nous offre ainsi des opportunités d'échange sur un sujet essentiel et pourtant trop peu parlé. Comme si évoquer la mort, c'était l'inviter à notre table. Comme le note la psychologue Marie de Henzel, beaucoup d'entre nous ont une peur irrationnelle de prononcer le mot. Comme si ils allaient attraper la mort de la même manière qu'on attraperait la grippe. Ou le Covid, d'ailleurs, aurait pu dire Marie de Henzel. Je vous propose donc aujourd'hui de saisir cette opportunité pour explorer un peu plus ce sujet qui fait partie de nos vies et découvrir ce que les anglophones appellent le Death Positive Movement, le mouvement positif de la mort. Un mouvement social qui encourage les vivants à parler ouvertement de la mort. Peu à peu, des gens brisent ce tabou avec 2 espoirs, mieux mourir et d'ici là, vivre mieux. Est-ce le fait de la mondialisation, de l'interculturalité, d'un changement de sens, de besoin, ou encore d'une société toujours pressée qui n'arrive pas à prendre le temps? Toujours est-il que les rituels de mort ont évolué. Certains ont disparu, d'autres se sont transformés, tandis que de nouveaux rites sont apparus. On observe ainsi que depuis le milieu du siècle dernier, la durée des funérailles est passée de 3 jours à 3 heures. On assiste à une montée importante du recours à la crémation. De nouvelles formes de communication relatives à la mort sont apparues sur les réseaux sociaux, comme les sites commémoratifs en ligne qui se sont multipliés. Beaucoup de personnes décédées pendant la pandémie n'ont pas eu droit aux rites habituels. Pour de nombreux proches, cela a été l'occasion de réaliser l'importance des rituels entourant la mort. Mais c'est aussi de s'interroger, voire de se réinventer. Afin de tenter de pallier les interdictions de rassemblement imposées par la Covid-19, certains enterrements ont été diffusés en ligne, des chats ont été créés pour pouvoir se soutenir pendant les cérémonies à distance, ça j'ai trouvé ça génial, des zooms ont été proposés pour rassembler les proches éloignés, ça aussi c'est formidable. Des livres de condoléances ont été proposés sous forme numérique. Les rituels de mort ont donc perduré, mais sous d'autres formes.
Mais d'où vient ce besoin de ritualiser ? Dans notre podcast sur les rituels, le podcast numéro 4, nous avions parlé de l'importance de ces rituels. Importance pour la transmission, pour la sécurité, pour le sentiment d'appartenance, pour le souvenir. Nous avions évoqué que dans nos sociétés, beaucoup de rituels étaient associés à des pratiques religieuses et culturelles, comme les bar mitzvahs, le baptême, l'action de grâce en Amérique du Nord, qu'ils pouvaient également servir à commémorer un événement, comme Halloween, la Saint-Valentin, ou un fait historique, le coquelicot pour le 11 novembre ou le muguet pour le 1er mai. Nous avions vu que le rituel peut être défini par la société ou inventé, voire même institué individuellement ou en groupe. Quelle que soit son origine, le rituel a un sens. Il est accompli pour une raison précise et avec un but, celui qui le distingue de l'habitude. Alors, quant à la différence avec le rite, on ne va pas se lancer dans un grand débat ici pour des raisons de facilité que vous comprendrez, mais considérons que ces deux termes sont équivalents, même si certains auteurs les différencient. En ce qui concerne la mort, Luce des Aulniers rappelle que le rite est avant tout une série de gestes codifiés. Elle nous dit « Quand on met en place un rite, on prend acte de la réalité de la mort. Et en agissant ainsi, on signe notre détermination humaine, on inscrit notre humanité dans ce qui la dépasse. » Dans les sociétés occidentales, elle nous dit encore « Le silence que nous tenons en présence du mort montre que nous sommes attentifs à ce mutisme définitif de la mort qui est notre lot commun. Ce silence représente une des entrées rituelles les plus fécondes. Il signe la suspension provisoire du temps. » Ce qui est important dans le rite, particulièrement dans le rite mortuaire, c'est d'agir d'une façon délibérée et surtout d'agir ensemble, en prenant acte de ce qui nous désassemble, qui est la mort. On ne peut faire autrement que de faire corps, nous dit encore Luce des Aulniers. La mort nous confronte en effet à une grande palette d'émotions qui varie d'une personne à l'autre et qui s'exprime différemment selon les caractères, mais également selon les familles et les cultures. Là où certains vont pleurer en groupe et même faire appel à des pleureuses pour que le chagrin s'exprime haut et fort et soit partagé par la communauté, d'autres vont préférer le recueillement et le silence. Tout le monde se rejoint en revanche dans le fait d'utiliser le rite comme catharsis, dans le sens de moyen de libérer les émotions et de les transformer. Luce des Aulniers nous dit encore, quand les gens ont accompli un rite, ils sentent qu'il s'est passé quelque chose. Cela les réconforte, cela leur apporte une provision de chaleur et de douceur pour les semaines suivantes quand ils se retrouvent seuls dans un tournis de mélancolie. C'est un moment charnière. Allez, je change de regard. Peut-être avez-vous déjà entendu parler de la courbe du deuil. Cette courbe est un moyen de comprendre le processus qu'une personne doit traverser pour dépasser une perte et surtout la transformer pour lui permettre de continuer à croître sur son chemin de vie. Sans être un modèle unique et encore un parcours obligatoire et applicable à tout le monde, elle donne en revanche, cette courbe, des points de repère pour comprendre les différentes étapes que peut vivre la personne endeuillée. Cette courbe a été conceptualisée par Elisabeth Kubler-Ross et elle représente 4 grandes étapes associées à des émotions et des actions. Première étape, la phase du choc, où se vivent généralement le déni, la colère et la peur. Le déni, c'est quand on est là, non mais ce qui se passe là, la personne qui est partie, c'est pas vrai, je vais me pincer et elle va être là. La colère, mais pourquoi ça tombe sur moi? Non mais il n'y a pas de raison, c'est injuste. Et la peur, c'est qu'est-ce que je vais devenir? Deuxième phase, la phase de remise en question, qui peut être liée au marchandage et à la dépression, à une profonde tristesse surtout. Ce sont tous les moments de manque. Puis la troisième phase, la phase de remobilisation avec l'acceptation et la découverte du sens. Et puis la dernière phase, la phase de l'engagement, où le temps de l'intégration et de l'action se concrétise. Dans ce processus de deuil, les rituels sont rarement nommés. Mais à notre avis, ils y ont toute leur place, notamment pour permettre d'exprimer les émotions que provoque la perte, pour les partager et aider à transformer ce moment qui nous percute souvent violemment en un événement qui peut nous apprendre de nombreuses choses sur la vie,
sur notre entourage et sur nous-mêmes. Donc, le rituel est non seulement important pour dépasser la souffrance, mais il l'est également pour la vie. À bien des égards, en effet, l'enjeu profond du rituel est la continuité de la vie. La vie doit se perpétuer malgré tout, c'est-à-dire malgré la mort, malgré la maladie, malgré le malheur, malgré l'injustice, malgré l'impuissance. Le rituel se pratique pour que la vie perdure. Mais alors, quels sont les rituels de la mort qui existent aujourd'hui? Alors, nous allons parler de rituels funéraires, mais aussi de rituels périphériques, tels que ceux du souvenir ou de la commémoration. Conventionnels et formels, ou alors spontanés et novateurs, les rituels accompagnant la mort jouent un rôle important dans le déroulement du deuil des personnes qui restent. Alors, que dire de la crémation? L'augmentation du recours à la crémation procède de la compression des espaces dans un environnement de plus en plus urbanisé. C'est aussi peut-être notre répulsion un peu hygiéniste pour tout ce qui symbolise notre finitude. La crémation permet d'éviter l'image du corps en décomposition, une image très désagréable pour de nombreuses personnes. La crémation interroge nécessairement sur la valeur que nous accordons au corps. Que dire de la mise en terre? Selon Luce des Aulniers, l'existence d'un lieu pour les morts est très importante dans le sens où ce lieu nous rappelle que la mort est une réalité qui fait partie de nos vies. Il est intéressant à ce propos de noter que si la crémation est beaucoup plus courante aujourd'hui, la mise en terre demeure importante. D'ailleurs, le rite de crémation et celui de la mise en terre sont souvent combinés. De nombreuses personnes choisissent ainsi d'enterrer les cendres, même si certains pays ont interdit cette pratique dans les lieux privés. Luce des Aulniers de nous dire encore « Le retour en terre est quelque chose de fondamental dans les sociétés agraires. Dans ces sociétés, on placera les cendres du défunt sous l'arbre qu'il aimait et on plantera un arbre à l'endroit où l'on dépose ses cendres. » Encore un autre rite, la dispersion des cendres. Si elle est libre au Québec, elle est très encadrée en France depuis 2008. Elle est par exemple interdite dans les lieux publics, fleuves, routes, rivières, et doit être faite avec autorisation du maire de la commune en cas de dispersion dans la mer. Toujours pour notre anthropologue Luce des Aulniers, l'eau évoque la matrice utérine dans laquelle nous avons d'abord été portés et bercés. L'eau évoque ainsi le passage vers le monde des morts, rappelle-t-elle, comme dans le mythe grec de Charon. La dispersion des cendres a une valeur symbolique forte et sera souvent associée à un lieu qui a une signification pour le défunt. D'autres rites encore, la lumière. Feu rituel, cierges et bougies allumées ont toujours accompagné la mort. Si la flamme symbolise souvent la vie, à la fois source de lumière et de chaleur, mais la flamme elle est aussi fragile et susceptible de s'éteindre. Le feu est ainsi relié à la mort, voire même aux enfers. On parle des flammes de l'enfer. D'ailleurs, le mot « feu » lui-même a longtemps désigné le mort. Feu Monsieur Richard, feu Madame Paulette, et c'est encore lui qui est utilisé dans la crémation. Le feu, explique Luce des Aulniers, élimine de façon radicale une des craintes fondamentales de l'humanité, celle d'être enterré vivant. Il annihile aussi une crainte universelle, celle de la dépouille qui pourrit lentement, qui est pour plusieurs personnes une façon de mourir 2 fois, alors qu'une fois suffit amplement. Un autre lieu de rite, ce sont les réseaux sociaux. Il vous est peut-être déjà arrivé d'avoir des rappels d'anniversaire ou d'événements lancés par la page Facebook ou Instagram d'une personne décédée. J'avoue que ça fait quand même un choc. Avec les réseaux sociaux, les personnes disparues ont en effet d'autres lieux d'existence. J'y mets des guillemets. Et comme il peut être difficile d'effacer le numéro de téléphone de son carnet d'adresses, fermer la page d'un proche peut être perçu comme intolérable pour d'autres, comme si l'être aimé mourait une seconde fois. En même temps, ces suppressions peuvent aussi faire partie de ces multiples renoncements que le départ d'une personne nous oblige à faire. Par contre, on pourrait imaginer aussi transformer le compte de la personne en site mémoriel avec indication en souvenir d'eux et qui pourrait apparaître sur la page de la personne défunte. Ça peut être un bon moyen d'assumer le travail de deuil.
Ça peut être un bon moyen de parler de la personne, de se rappeler de ses souvenirs. La page peut ainsi recueillir des messages de condoléances, ça peut devenir un nouveau lieu de rassemblement. Le web va alors agir comme un nouveau médiateur de l'expression de toutes les émotions. Qu'en est-il de l'objet collectif ? Les décès qui interpellent toute une communauté, particulièrement les morts violentes, mettent en relief la dimension collective de la perte qu'engendre la mort. Dans le geste qui consiste par exemple à accrocher un bouquet de fleurs à l'endroit d'un accident de voiture, ou alors un endroit où un passant s'est fait écraser, ou encore un vélo peint en blanc sur les lieux où un cycliste a perdu la vie. Ces rites sont un moyen de ressouder la communauté. C'est aussi une manière de transmettre un message comme autrefois on le faisait avec une croix sur les chemins. Ici, il y a une tragédie, donc faisons attention. Enfin, qu'en est-il des rituels collectifs ? Il s'agit là, en tant que groupe, de se réunir à un niveau communautaire, c'est-à-dire un quartier, un milieu de soins, une organisation, une entreprise, derrière une action concrète pour une commémoration sacrée des défunts. La tenue d'un rituel collectif, ça va permettre de, d'une part, reconnaître le caractère collectif des pertes et exprimer une responsabilité collective. Ça peut être le cas d'une guerre, d'une catastrophe naturelle, d'une pandémie. C'est là aussi pour contrer l'isolement et contribuer à la cohésion sociale. Je vous renvoie à notre podcast numéro 79 sur le lien et sur la lutte contre l'isolement. C'est aussi développer une résilience communautaire et revaloriser le pouvoir d'agir des communautés. Ces rituels ont été particulièrement remis en vue pendant la pandémie de la Covid-19. Alors, à la Direction régionale de santé publique de la ville de Montréal, au Canada, ils ont publié récemment un guide qui met en lumière les principes fondamentaux des rituels collectifs tout en soulignant leur importance dans le contexte actuel. C'est bien de faire ça, je trouve ça génial, de mettre l'accent sur le fait de l'importance que la communauté puisse se souder autour de la disparition. Le faire en temps de pandémie permet de reconnaître qu'il ne s'agit pas seulement d'une épreuve individuelle, mais bien d'une épreuve collective. Mais en fait, quels sont les points importants de la création de rituels ? Commençons par le premier, avoir du sens. Prendre part à la démarche et aux objectifs du rituel permet de se sentir engagé. La symbolique derrière la représentation choisie lors du rituel, comme une chandelle, des foulards, des poèmes ou une couleur, doit être porteuse de sens pour les personnes. La signification, c'est important qu'elle soit explicite tout en permettant aux individus de l'interpréter à leur manière. Pas forcément toujours facile. Il est donc primordial d'inclure les endeuillés, voire même les citoyens pour des rituels collectifs. Le rituel permet de remplir le sentiment de vide, voire même d'absorber les regrets qui peuvent apparaître au moment de la perte. Pour créer un rituel, il est important de tenir compte de la diversité. Le point de vue de différents individus, leurs expériences et l'ensemble de leurs forces sont à prendre en compte et permettent des échanges stimulants et riches dans la préparation et la réalisation du rituel. Effectivement, un rituel collectif est le résultat d'une réflexion collective. Mais aussi, c'est important d'être visible. La visibilité de l'événement va contribuer à la résilience des endeuillés, puisque lorsque les sentiments sont validés et partagés par le plus grand nombre, les personnes endeuillées peuvent plus facilement cheminer à travers le processus de deuil. Cette visibilité peut remplacer celle qui existait avant. Lorsqu'on prenait le temps de garder les corps morts à la maison, où les gens venaient visiter, on pouvait leur dire au revoir. Lorsqu'on prenait aussi le temps d'être en deuil, d'être s'habiller en noir, ou de mettre un brassard noir, de visiter la famille endeuillée. Un autre point important dans la création de rituels, c'est le partage. Et oui, le soutien social est nécessaire, si ce n'est pas indispensable. Même s'il n'y a pas de présence physique, une communauté virtuelle peut aussi servir de soutien. En partageant ensemble ses émotions, je vous renvoie à notre podcast numéro 5, les personnes endeuillées prennent conscience de leur appartenance à la collectivité et profitent de l'énergie qui émane du groupe. Elles éviteront ainsi de manger leurs émotions, comme nous en avions parlé dans notre podcast 62. Enfin, pour terminer,
le rituel permet de mettre en geste et en parole une quête de sens pour accompagner la séparation et le passage du statut de vivant à celui de mort. Louis-Vincent Thomas nous le rappelle, le rituel ne prend en compte qu'un seul destinataire, l'homme vivant, individu ou communauté. Sa fonction est de guérir ou de prévenir, fonction qui revêt d'ailleurs de nombreux visages, déculpabiliser, réconforter, revitaliser. Ce rituel de mort serait en réalité un rituel de vie. Et hop, je me lance. En résumé, en 1, réaliser un rituel en présence les uns des autres permet de prendre pleinement conscience que les personnes endeuillées ne sont pas seules. En 2, les pratiques codifiées sont nécessaires pour donner un sens symbolique à la séparation. En 3, le rituel est non seulement important pour dépasser la souffrance, mais il l'est également pour la vie. À vous de jouer, chers auditeurs, une carte de 2 minutes ensemble, pour penser à un rituel de mort qui a du sens pour vous. Et pourquoi pas profiter de ce podcast pour amener le sujet chez vous et réaliser qu'en parler peut se faire en douceur et même avec une certaine libération. La petite mousse est un peu longue cette semaine. Cependant, les mots de Khalil Gibran sont si parlants. Quand tu es heureux, regarde au plus profond de toi. Tu verras que seul ce qui t'apporte de la peine t'apporte aussi de la joie. Quand tu es triste, regarde à nouveau dans ton cœur et tu verras que tu pleures ce qui te rendait heureux. Avec Bulle de Bonheur, prenez le temps d'être heureux. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé, dites-le nous avec 5 étoiles. Laissez vos commentaires et envoyez des bulles de bonheur à vos amis et partagez ce podcast. Inscrivez-vous à la newsletter en allant sur notre site 2 minutes de bonheur pour être notifié des prochains épisodes. C'est aussi très facile de nous trouver sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Il suffit de chercher 2 minutes de bonheur. Bulle de bonheur est propulsée par 2 minutes de bonheur, des outils pour créer du lien et prendre le temps d'être heureux.